Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Allô, Alexandre. Jean-François, Est-ce que tu l'équipe... Oui, je t'entends bien maintenant. OK, super. L'équipe féminine de hockey à Montréal qui aurait trouvé ses 3 joueuses, dont Marie-Philippe Poulin. Rien de moins. Exactement. Puis on va parler au conditionnel parce que ça n'a pas été confirmé par l'équipe encore, ni par la Ligue. D'ailleurs, hier, j'ai texté avec Anne-Renée Desbiens, qui ferait partie aussi de ces 3 joueuses-là, qui est la meilleure gardienne de but sur la planète. C'est une Québécoise qu'on veut avoir évidemment à Montréal. J'ai fait un événement l'autre jour avec elle, fait que j'avais pris subtilement ses coordonnées. Puis j'ai aussi texté avec son agent hier soir, mais il ne pouvait pas malheureusement accorder d'entrevue parce que c'est pas confirmé officiellement. En même temps, c'est pas un gros secret, Alexandre. Je pense que chacune des formations, il y a 6 équipes, comme vous le savez, Toronto, Montréal, Ottawa, Minnesota, Boston et New York du côté des États-Unis dans cette nouvelle ligue-là. Chaque équipe veut avoir des vedettes. Puis je pense qu'ici, à Montréal, tu peux pas partir une franchise et savoir que Marie-Philippe Poulin jouerait à Boston. Ah oui, ça fait pas de sens. Je veux dire, si tu veux que ta ligue marche à un moment donné, c'est déjà qu'on sait que la vente de billets pour le hockey féminin, ça va pas de soi, là, c'est pas le Canadien de Montréal. Donc, je pense que t'as pas le choix, puis c'est correct comme ça. Je pense que du côté des États-Unis, on va y aller avec les vedettes américaines. On parle aujourd'hui de Turnbull et Nurse qui s'en iraient avec Toronto. Donc, les meilleures joueuses, les joueurs vedettes vont se retrouver dans les marchés où on a envie de les voir, où on va vendre des chandails d'eux autres, puis c'est tout à fait normal. Fait que, pour moi, là, ça allait de soi, je tombe pas en bas de ma chaise. Donc, Marie-Philippe Poulin, qui va probablement devenir la capitaine de l'équipe montréalaise, Anne-Renée Desbiens, et l'autre, ce serait Laura Stacey. Donc, ce seraient les 3 premières joueuses sélectionnées. La façon que ça fonctionne, Alexandre, c'est que chaque équipe a le droit de sélectionner 3 joueuses. Okay. Et après ça, il va y avoir un repêchage. Le repêchage va se tenir dans une semaine, le 18 septembre, un petit peu plus qu'une semaine. Et là, d'ailleurs, nous autres, on n'a pas été chanceux. Montréal, on est 6e. Donc, on va repêcher 6e pour la première ronde de ce repêchage-là. Après ça, là, toutes les joueuses sont disponibles. Fait que, tu sais, on en pige 3. Donc, on va avoir 18 joueuses qui ne seront plus disponibles. Puis après ça, tous disponibles. Et ce que je lisais ce matin, c'est que les salaires, c'est entre 35 000 US et 80 000 US. Donc, j'imagine que des filles comme Marie-Philippe Poulin vont aller chercher le maximum, là, à l'entour de 80 000 US. Puis ils sont obligés, les équipes. Hein, Jeff, c'est pas tant que ça, 80 000 US. Ils sont super talentueux, c'est les meilleurs au monde. Mais tu vois, moi, je trouve, au contraire, j'ai été surpris de voir le salaire qu'on était prêt à leur payer. Ça fait quand même 115 000 Canadiens. On est obligé d'ailleurs d'avoir tant de joueuses qui vont toucher le maximum, tant de joueuses le minimum. Puis, pour une première saison, moi, je trouve ça parfait. Mais c'est sûr que j'aurais aimé qu'elle gagne plus. Mais il faut se dire que les dernières fois qu'on a essayé des ligues féminines, ça n'a pas fonctionné. Fait que, je veux bien qu'on leur donne 2 millions de dollars, mais si on leur donne 2 millions de dollars, puis qu'en bout de ligne, on fait faillite ou que la ligue est pas rentable, puis que la ligue ferme dans les prochaines années, ça sera pas mieux. Fait que je pense qu'on est mieux de partir comme ça. Le plus important, je sais pas si tu avais lu la nouvelle quand elle est sortie, c'est qu'on va avoir des vrais amphithéâtres, des vraies installations. C'est pas, les filles vont pas arriver avec leur poche dans un fond de vestiaire à chercher des roulettes de tape. Ouais. Là, c'est une vraie belle ligue. Non, mais pour vrai, on expliquait que des fois, les filles allaient acheter leur tape eux-mêmes avant de se présenter à l'aréna dans l'ancienne ligue. Donc là, c'est plus structuré, c'est professionnel. Bon, oui, c'est sûr qu'on est loin des salaires de Connor McDavid, mais quand ils vendront autant de chandails puis qu'ils mettront autant de monde dans l'aréna que Connor McDavid, j'imagine que les salaires vont venir. Tu sais, là, c'est un petit pas, c'est une première brique qu'on met, puis le but, c'est de faire monter ça, parce que moi, j'ai encore un doute, puis je leur souhaite que ça fonctionne, Alexandre, mais je trouve que l'offre est grande. Tu sais, ici à Montréal, tu as le Canadien, après ça, tu as le Rocket, après ça, tu peux aller à Trois-Rivières voir les Lions. Après ça, tu as le junior avec l'Armada. Puis là, tu ajoutes l'équipe féminine. Fait qu'on a toute la promotion. On a à vendre cette équipe-là, à vendre les joueuses. Puis tant mieux si on met 21 000 personnes dans le Centre Bell. Et après ça, les salaires suivront. Ça, c'est sûr et certain. Mais je trouve que c'est une bonne base. Là, je pense qu'à 115 000 par année pour jouer au hockey, bon, il y a pire. On parle de tennis au US Open. Leila Fernandez et sa partenaire sont éliminés. Mais c'est un match excitant quand même, Jean-François. Ah, c'est un match super excitant, puis je suis vraiment déçu pour Leila et Taylor Tonstead qui se sont retrouvés. Ont gagné la première manche 6-2, ont perdu l'autre 6-3 et tiré derrière 4-1 dans la manche ultime. Fait que j'ai fait bon, ben c'est terminé malheureusement, mais elles ont remonté.
poussé le bris d'égalité au dernier set et ça s'est fini, je pense, c'est 10-8 ou 9-7 là, le dernier set qu'elles ont perdu finalement 7-6. Donc, éliminé malheureusement du tournoi. Bon, il y avait une Canadienne de l'autre côté, le Gabriela Dabrowski, mais on aurait pris quand même pour Leila Fernandez. Peut-être que leur arrogance, Madame Tandstad est très expressive sur le terrain. Là. Lorsqu'elle marque des points, elle y va de célébration. Même qu'hier, à un moment donné, elle a pu faire un smash et elle a fait un smash directement sur l'adversaire, qui était au filet. Son adversaire, l'a pas pris, a expliqué ça à l'arbitre. Et ça, c'est le genre d'affaire, je trouve, des fois, qui va juste aller piquer l'autre équipe, les motiver. Bref, il n'y a plus de Canadiens maintenant et de Canadiennes au US Open. C'est terminé. Bon, chez les hommes, Djokovic qui établit un autre record. Ouais, Djokovic qui a gagné hier en 3-7, là, ça a été vraiment facile, trop facile pour lui. Hier, jouait contre Taylor Fritz, 6-1, 6-4 et 6-4. Et le record, c'est que c'est sa 40e participation à une demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Donc, évidemment, c'était détenu par Roger Federer à 46, mais là, vient d'établir une nouvelle marque. Son prochain match va être intéressant, c'est contre Ben Shelton, qui est la saveur du mois. C'est un Américain, c'est un genou, fait que ça va être intéressant, mais Djokovic, présentement, a l'air d'une classe à part. Et moi, je te fais une confidence, Alexandre, je l'aime pas, Djokovic. Comment ça? Je ne sais pas pourquoi. Tu sais, il est en train de fracasser tous les records et c'est peut-être le meilleur joueur de tous les temps. Mais il y a quelque chose dans son attitude, dans son arrogance. Je trouve qu'il a l'air faux. Et cet été, d'ailleurs, j'avais fait une entrevue là, quand on avait parlé des internationaux du Canada, puis on me disait que il vit avec ça, Djokovic. Puis oui, il essaie de se rendre sympathique parce qu'il sait qu'il y a Federer là naturel, Nadal l'avait naturel aussi. Puis lui, il essayait des fois de faire des petites danses puis d'être proche du monde pour essayer de montrer qu'il y a un côté givré, mais on y croyait pas. Bizarrement, depuis que Nadal et Federer ne sont plus là, j'ai l'impression qu'il est libéré de quelque chose. C'est la star sur le circuit. À chaque match qu'il joue, il établit des records. Les deux autres sont plus là. Fait qu'il n'y a plus à se soucier des deux autres. J'ai l'impression que ça lui a enlevé un poids énorme sur les épaules. Il s'amuse. Il y a des réponses plus rafraîchissantes en conférence de presse. Hier, on lui a parlé de la chaleur au US Open, puis il a dit j'avais une nouvelle coupe de cheveux, là, ça me rendait un peu plus aérodynamique, fait que ça allait bien. Tu sais, il y a une espèce de désinvolture qu'il n'y avait pas avant, alors ça le rend un peu plus sympathique. Bon. Le parcours de Lionel Messi dans la MLS depuis qu'il est là, c'est incroyable. Nous, ça nous impressionne, mais les autres joueurs sur le terrain, là, est-ce qu'ils sont parfois même eux-mêmes spectateurs des exploits de Lionel Messi? C'est en plein ça. Écoute, de un, là, c'est formidable l'arrivée de Messi en MLS. Ils n'ont pas perdu encore. Là. Puis là, on parle de la League Cup, après ça, la MLS. Et on parle de la poule aux œufs d'or pour la MLS. On dit que la journée de son premier match, le 21 juillet, il y a eu 110 000 inscriptions sur Apple TV parce qu'on sait que les matchs de la MLS... Seulement sa première apparition, là, 110 000 inscriptions cette journée-là. Mais là, il y a des entraîneurs qui commencent à dire, on va vous dire pourquoi que l'Inter Miami gagne tout le temps puis que Messi réussit autant à des exploits. C'est qu'on n'ose pas y toucher. Tu sais, sur le terrain, au soccer, il y a quand même des fois un petit coup de coude, puis on essaie de gagner notre position. Là, c'est Lionel Messi. Les joueurs sont à plein ventre devant lui. Il y a un périmètre de sécurité. Il y a presque un périmètre de sécurité. Dans l'article que je lisais, il y avait plein de photos à la fin des matchs. Les joueurs se courent pour être le premier à aller changer de chandail avec Lionel Messi. Tu sais, c'est comme une tradition au soccer. Là. Les gars se mettent en bédaine, ils s'échangent leur chandail, ça fait un souvenir. Là, dans l'autre équipe, quand ils voient les dernières minutes, là, c'est comme qui va pas être le plus proche de Messi pour avoir l'honneur de lui échanger son chandail. Fait que là, les entraîneurs commencent à dire, là, ça fera. Là. Tu sais, c'est un joueur comme les autres. Les arbitres, des fois, on a l'impression qu'il donne un traitement un peu particulier. Il a le droit de se plaindre, il a le droit de chialer. Les joueurs des autres équipes vont pas... Tu vas pas faire un tac à Messi puis être celui qui casse un tibia. T'sais? Fait que il y a comme une espèce de trop grand respect envers Lionel Messi qui est décrié présentement par les entraîneurs. Et ce que ça fait, c'est que l'Inter Miami, qui était une équipe vraiment pourrie avant que Messi... Ils sont toujours... Oui, ils sont toujours pas en série et ils vont probablement pas les faire malgré cette séquence de victoires. Ben là, ils arrêtent pas de gagner et ça fait le bonheur des propriétaires en MLS parce qu'on se met de l'argent plein les poches. Il reste quelques secondes, Jean-François. On va se quitter avec les Jays qui ont gagné 7-1 là, alors qu'ils sont en course pour les séries.
Exactement, puis je te l'avais dit, ils jouaient contre la pire équipe de la Ligue. Là. Ils ont une série contre les Aces d'Oakland. Mais ça n'a pas été si facile. Hein. C'est une victoire de 7-1, ça paraît bien, mais c'est une explosion de 6 points en septième manche. Donc, c'était 1-1 là, jusque-là. 6 points dans une manche, victoire de 7-1. Et pour l'instant, là, ce matin, au moment où on se parle, les Jays sont en série parce qu'avec cette victoire-là, ils ont devancé les Rangers du Texas. Très bien. Merci Jean-François. Salut! Salut!